Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec des invités d'exception. Nous sommes avec Julien Moreau. Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes un apnéiste, un spécialiste du Grand Bleu, si on peut le dire. On peut dire ça, ouais. En tout cas, c'est mon rêve, c'est de vivre un peu comme dans le Grand Bleu, de vivre les championnats du monde et de plonger toujours avec ma monopane de plus en plus profond. Et on est avec un autre spécialiste, alors plus scientifique cette fois-ci, Antoine Orsigne, hydrobiologiste. Bonjour. Ravi de vous avoir. Alors Julien, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre métier déjà? Alors, mon métier. Quand j'ai terminé mon école de commerce, il y a Nicolas Hulot qui a écrit un livre qui s'appelle Ozon. Et il demandait à la jeunesse de s'engager pour la protection de l'environnement. Et en fait, j'ai refusé un CDI pour bosser dans une agence événementielle. Et je me suis dit, je vais m'engager pour la protection de la biodiversité. Il faut que je prévienne les jeunes générations de ce qui se passe sur la dégradation de l'environnement. Et il faut que je les motive à devenir acteurs du changement. Et il y avait autre chose, c'est que j'avais un rêve, c'était celui d'être un aventurier. Alors j'ai mélangé les deux choses et je suis devenu éco-aventurier. Et en fait, le Covid est arrivé, ça a tué un peu les finances de mes partenaires et j'ai dû me réinventer. Et j'avais besoin aussi de calme, de me retrouver moi-même parce que je souffrais d'éco-anxiété à force de lire des rapports, à force de regarder les chaînes d'information. Et l'apnée, ça a été pour moi une source de bien-être. Et donc, je suis devenu instructeur d'apnée. Et aujourd'hui, j'essaie de faire la transition instructeur d'apnée à devenir un des rares professionnels d'apnée pour un jour peut-être arriver au championnat du monde. On va continuer à parler justement de préservation avec un autre spécialiste. Antoine, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans la préservation des ressources en eau? Alors d'abord, en gamin, j'ai fréquenté plus les rivières et les lacs d'altitude en Corse que la mer. Mais après, en tant que scientifique, puisque je fais maintenant de la recherche depuis 40 ans. Et puis, en vieillissant, en devenant grand-père, je me suis dit, je veux laisser à mes petites filles, j'ai des petites filles, je vais essayer de laisser un environnement, et un environnement, je dirais, hydrique ou hydraulique, je ne sais pas comment on va dire, de qualité. Alors, c'est la qualité de l'eau de mer, c'est la qualité des rivières, c'est la qualité des lacs. Donc, je suis un militant. J'ai du public, j'ai mon public d'abord à l'université, puisque j'enseigne depuis bientôt 40 ans, mais je vais au-delà. Je vais, comme vous l'avez dit, Julien, très justement, je vais même dans des écoles, lorsque on m'invite à faire une conférence dans une école, et des missions, lorsqu'on me demande de venir parler de mon métier d'une part, et de l'environnement que nous avons. J'ai écrit aussi dans un bouquin, j'ai décrit, et j'ai montré le beau, et en disant il faut le protéger. Alors il y a des endroits, c'est pas beau. Il y a quand même un chapitre où l'anthropisation, c'est-à-dire l'action de l'homme, est terrible, et l'anthropisation directe. Mais l'anthropisation indirecte, c'est-à-dire les conséquences du changement climatique, sont terribles aussi. Alors, on va parler maintenant d'un constat qui est très grave. Dès 2025, il y a un tiers de la population mondiale qui va manquer d'eau. C'est quand même un chiffre alarmant. Et 2025, c'est quand même demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je pense du stress hydrique, on va dire? Le stress hydrique, dans mes voyages, j'ai pu le voir. Par exemple, en apnée, on a un hotspot qui se situe dans le Blue Hole à Dahab. Donc c'est sur la mer Rouge, en face de l'Arabie Saoudite, dans le désert du Sinaï, c'est le désert de Moïse. Et donc c'est un endroit où il fait extrêmement chaud, donc qui est soumis au stress hydrique. Et là, à contre-cœur, je me voyais acheter tous les jours des bidons d'eau dans des bouteilles en plastique. Quand je vivais à Malte, c'était pareil. Quand je vivais à Bora Bora, il y avait l'eau du robinet, mais les gens ne voulaient pas forcément consommer cette eau parce qu'elle avait un mauvais goût, parce que ça ne le faisait pas. Donc, il y avait énormément de consommation de bouteilles d'eau plate en plastique. Et c'est quelque chose qui me donne de l'urticaire, parce que en 2018, dans la loi Egalim, j'ai fait du lobbying éco-citoyen avec des élèves de CM1, CM2. On a fait un énorme travail, on avait créé un groupe de réflexion parlementaire, principalement breton, et on avait réussi à faire un amendement d'appel dans la loi Egalim 2018 pour mettre fin aux bouteilles d'eau plate en plastique dans les cantines scolaires. Donc c'était dans cet objectif de créer des écoles zéro déchet, parce que un des top déchets qu'on retrouve dans les océans, c'est les bouteilles d'eau plate en plastique. Et donc on le sait très bien que le plastique, c'est du pétrole, se désagrège et vient contaminer, détruire
le plancton. Donc oui, le stress hydrique amène aussi à toute une forme de pollution qui impacte l'océan. Donc c'est cette manière-là dont je le vis. Moi, c'est plus cette pollution plastique. Donc c'est plus dans ce sens-là où ça me touche. On va parler un petit peu de la Corse. Vous avez participé au championnat d'apnée, justement. Oui, Est-ce que vous avez eu un constat particulier? on croise des déchets flottants, des déchets plastiques, du polystyrène, des filets fantômes, des déchets hydrocarbures. On a pu voir 2 bateaux qui ont brûlé il y a encore quelques jours. Je ne sais pas dans le port si vous avez vu. Voilà, ça faisait des déchets ça faisait de l'hydrocarbure, ça faisait des nappes de fumée dans le ciel. Par contre, on peut constater, oui, le dérèglement climatique qui chaque été est de plus en plus violent. Voilà. Bon, alors on va revenir à un point de vue scientifique. Antoine, donc, comme on vient de le dire, il y a quand même de réelles menaces. Quels sont les dangers à court terme en Corse? Aujourd'hui, nous, on travaille sur des cours d'eau qui étaient permanents, qui deviennent temporaires, c'est-à-dire qui s'assèchent un mois en été. Ça, on l'avait jamais vu. Les cours d'eau de Corse, tous les cours d'eau de Corse ont perdu en moyenne 30% de leur débit. 30%. Et pourtant, ils tombent toujours, depuis quelques milliers d'années, ils tombent toujours 8 milliards de mètres cubes d'eau sur la planète. Et ça paraît paradoxal, mais il faut savoir que lorsqu'il y a une pluie, toute cette eau n'arrive pas forcément dans la rivière. Parce qu'on a de l'évaporation, voire de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire les végétaux terrestres qui sont en stress hydrique, eux aussi, pas seulement nous. Regardez dans les villages, on coupe l'eau maintenant. Donc les végétaux en stress hydrique pompent toute cette eau. Et c'est vrai que ça arrive que dans les rivières, 30%. En Corse, depuis le début des années 90, qu'on a des signaux nets, pas des signaux nets. Mais après, moi, ce qui m'affole, c'est la vitesse à laquelle c'est-à-dire aujourd'hui, c'est plus quelque chose de linéaire. Tous les ans, on prend un demi-degré. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un dispositif exponentiel. Quelles sont les solutions déjà que vous avez, vous? Les solutions, il y a 2 approches. 2 approches, il y a le stockage versus les économies d'eau. Moi, je dis toujours, si on commence par dire il faut faire de gros stockages, de grands barrages, il y a un impact écologique, il y a un impact financier, mais bon, ça s'inscrit dans le temps. Aujourd'hui, un barrage, il faut 20 ans pour le construire, avec les études, avec les écolos peut-être au milieu qui vont ralentir le processus, et à 20 ans. Moi, je suis contre les grands barrages, même par rapport à ce que disent mes amis écolos. Par contre, je suis pour d'abord mettre l'économie en amont. Il faut du stockage, mais pour moi, ça arrive en 5e position. Il faut que dans nos communes, on réduise les pertes dans les réseaux. Aujourd'hui, il y a des communes, il y a 50% de pertes. Quand on a 50% de pertes, vous imaginez bien, dans un cours d'eau, quand vous avez besoin d'1 mètre cube, vous en prenez 2 mètres cubes. Et ça fait que vous enlevez cette eau pour la truite, la grenouille, l'invertébré, la baignade aussi. Et on assèche les cours d'eau. Ça fait partie des solutions. Après, il y a la réutilisation des eaux usées traitées. Il y a du stockage, mais dans des bâches souples, par exemple, pour éviter l'évaporation. Il n'y a pas la problématique pour l'agriculture des méga-bassines, c'est une hérésie. Pomper de l'eau souterraine et la faire évaporer, on en perd 30%, il faut être débile. Alors, face à l'urgence et à la raréfaction de l'eau douce, dont vous témoignez quand même tous les deux, il y a des solutions, donc on en a parlé. Il y a aussi des entreprises qui ont planché sur le sujet. Alors aujourd'hui, on est capable de dessaler l'eau de mer pour en faire de l'eau potable via un processus qu'on appelle l'osmose inverse. Donc malheureusement, c'est pas sans risque parce qu'elle pollue les océans qu'elle fonctionne. Il y a quand même de l'espoir avec une technologie innovante qui s'appelle la cryoséparation. Cryoséparation. Le froid. Donc qui est en train de voir le jour grâce à Seawards, la start-up française qui fait parler d'elle. Alors Julien, vous connaissez bien Seawards? Alors, est-ce que je connais bien Seawards? Moi, je suis pas un scientifique. Mais vous êtes partenaire. Je suis pas un ingénieur. Seawards sont mes partenaires. Ils ont décidé de m'accompagner dans ma quête et la route du Grand Bleu. Et mon objectif un jour de participer au championnat du monde. En tout cas, ce qui est sûr, moi, les pays que je traverse pour l'apnée, c'est souvent des pays en stress hydrique, on l'a dit. L'Égypte, l'Égypte, c'est vraiment un bon exemple. Mais il y a d'autres pays, par exemple, on avait dit l'Arabie Saoudite, où ils ont besoin d'eau douce. Et donc, ils mettent en place des usines où ils utilisent la technologie de l'osmose inverse. Ça, c'est vraiment la technologie dominante qui consomme énormément d'énergie. Et là où moi, ça me gêne, c'est qu'il y a un rejet de polluants dans la saumure. Donc, ils prennent l'eau de mer et ils rejettent une partie de cette eau
avec des polluants. Des polluants qui, par exemple, ils utilisent des membranes. Bah, ces membranes, il faut utiliser de l'antitartre, il faut utiliser du chlore, et on retrouve des métaux lourds, et tout ça est rejeté dans la nature. Et donc, là où moi, en tant que citoyen, en tant que freediver, ça me dérange, c'est que ça vient détruire le phytoplancton, détruire le zooplancton, ça vient détériorer la posidonie, les herbiers. Et en tant que freediver, on a besoin de quoi? On a besoin de respirer. Il faut quand même rappeler qu'une respiration sur deux est produite grâce au plancton, grâce à la photosynthèse du phytoplancton. Et donc, si cette technologie, elle répond à un besoin, l'eau douce, mais en même temps, c'est un côté pervers parce que ça détruit ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait respirer. Et ce que j'apprécie avec Seaworld, et c'est comme je te disais, là où je me sens bien dans mes bottes et où je peux porter le message de cette entreprise, c'est que leur technologie, avec la cryoséparation, utilise le froid, ça prend les cristaux d'eau pure, ça rejette uniquement 10% de sel en plus. Donc ça ne va pas venir détruire l'environnement directement et il n'y a pas de rejet directement de polluants. Donc là, moi je dis super. Mais attention, il faut remplacer l'osmose inverse, par exemple par la cryoséparation, mais à côté, comme vous le disiez, économie, il faut faire attention au réseau et il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc il faut des technologies propres. Vous pensez quoi, vous, de l'osmose inverse? Il y a un dispositif, un process, c'est-à-dire l'osmose inverse, qui est une catastrophe écologique, économique, ça coûte cher à la production, ça coûte cher en énergie, donc ça coûte cher au mètre cube. Donc ça veut dire que demain, pour faire de l'eau potable, ça coûte cher en politique, parce que quand on fait de l'osmose inverse, sauf en Israël, on ne donne pas de l'eau aux agriculteurs. Ça veut dire que politiquement, on a fait une croix sur l'agriculture. Voilà. Donc, l'osmose inverse, c'est une catastrophe. C'est vraiment. Tout à l'heure, Julien, vous évoquiez donc l'herbier de Posidonie. Dans les îles méditerranéennes où il y a de l'osmose inverse, Malte notamment, il n'y a plus d'herbier autour. Il n'y a plus d'herbier. L'herbier est mort. Donc, alors, on est comme dans une espèce qui est fondamentale, qui nous rend des services écosystémiques extraordinaires. Il y a du poisson, il y a de l'oxygène, il y a aussi le stockage du carbone. Ce sont des puits de carbone qui sont extraordinaires, qui peuvent nous sauver la vie. Donc ça, c'est important. Par contre, la cryoséparation, moi je ne connaissais pas. Un jour, j'ai été contacté et j'ai dit, tiens, c'est une révolution. C'est-à-dire, globalement, on refroidit et on récupère les glaçons. C'est beaucoup moins polluant, beaucoup moins énergivore, donc beaucoup moins coûteux. Donc ça, c'est une des solutions. Mais en amont, il faut essayer toujours de trouver des ressources de substitution. Allez, je vais revenir à la Corse. Avant de dessaler de l'eau de mer, par cryoséparation ou par osmose inverse, il faut se dire, on économise d'abord, mais après, on regarde ce qu'il y a sous terre. On fait des forages. Même si les forages ont des limites, parce que si tout le monde fait des forages, il n'y aura même plus d'eau en dessous. Mais bon, voilà. Donc, moi, j'ai découvert et j'étais agréablement surpris, d'abord de voir que c'est une boîte française, une start-up française et méditerranéenne. J'ai fait mes études à Marseille et je me suis dit, tiens, là, il y a des solutions. Mais je dis toujours une chose, lorsque moi, en tant que technicien supérieur, on va dire, en tant que technicien, je préconise un dispositif, les décisions sont toujours politiques. Toujours politiques. On finance ou on ne finance pas. Dans le Cap Corse, ça a été financé, il fallait mettre plus d'1 million d'euros, de mémoire 1,2 million, pour faire une usine de dessalement à osmose inverse. Il aurait fallu faire autre chose. Vous savez, je pose toujours une question quand je visite une usine de dessalement d'eau de mer et de grosses usines, y compris en Israël. Je dis, ce sel que vous avez extrait, pourquoi vous ne l'utilisez pas pour un sel de cuisine? Et les gens lèvent les mains au ciel en disant, malheureux, c'est du poison. Alors vous voyez que vous le savez que c'est du poison, mais vous le rejetez quand même dans la mer. Bien sûr. Julien, vous, l'éco-aventurier, passionné, quelle importance est-ce que vous accordez à la recherche scientifique pour la préservation des océans? Ah, la recherche scientifique, c'est Cousteau qui disait ça, mais on ne peut protéger que ce que l'on connaît. Donc les scientifiques nous montrent, et nous montrent dans le temps, font des constats. Donc ça nous donne des curseurs pour derrière prendre les bonnes décisions politiques, pour avoir les bonnes informations. Donc ils sont essentiels, on va dire, dans le cheminement de l'activiste. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit ça. L'intelligence ne vaut qu'au service de l'amour. Et la science ne vaut qu'au service de l'amour de la nature
de la protection de l'humain. Ça, c'est sûr. Et SeaWorld, dans le sens-là, contribue à protéger l'océan et à protéger l'humain. Donc on peut dire que la technologie de SeaWorld, c'est le dessalement d'eau de mer de demain. C'est celui qui est plus intelligent. C'est clair, quand on regarde les chiffres, quand on regarde ce qui se fait, c'est clair que c'est le cas. Donc il faut pousser ces boîtes-là, il faut que les États soutiennent, il faut qu'il y ait des investisseurs, il faut qu'il y ait des sportifs comme moi qui soient fiers de porter leurs couleurs et qu'on fasse cette transition, mais qu'on n'oublie pas, attention, avant, sobriété, économie, et voilà, c'est pas la solution numéro 1. Alors d'ailleurs, Antoine, vous êtes investi dans votre mission. Vous avez d'ailleurs publié un ouvrage, Les eaux douces de Corse. Est-ce que pour vous, les personnalités comme Julien sont importantes aussi pour la sensibilisation, pour votre action aussi? Des gens comme Julien, ce sont des philosophes quand même. Dans le sport, je vais dire, il y a sport et sport. C'est du sport. Hein. Quand il est sous l'eau en apnée presque 5 minutes, c'est du sport. Mais c'est aussi de la philosophie, une philosophie de vie. Moi, je le sens chez les apnéistes, j'en connais quelques-uns. Donc moi, c'est cet esprit sain dans ce corps sain qui me plaît chez les apnéistes. Et on a besoin, au-delà après de la personne publique, quand on passe à la télé, on nous écoute un peu. Mais c'est bien que dans le sport, hein, je vous dis, ben le chanteur, le rocker, il a moins d'impact que l'apnéiste qui est un philosophe de la mer. Et puis, bon, après, moi, j'ai toujours considéré que dans mon rôle d'éco-aventurier, et surtout en allant voir les enfants, ou en faisant des interventions comme ça, on a un rôle de vulgarisateur. D'ailleurs, j'étais très content à l'époque quand Nicolas Hulot était mon parrain et que je pouvais porter les couleurs de la fondation, aller dans les écoles pour apprendre aux enfants qu'est-ce que l'environnement, quels sont les impacts néfastes de l'homme dessus et qu'est-ce qu'on peut faire à la maison ou dans les textes de loi pour en devenir un défenseur. Ce qui est intéressant aussi pour rejoindre ce qu'a dit Antoine, c'est qu'au-delà de la personnalité publique et du rôle qu'on a devant les médias, il faut aussi porter ce message dans sa vie, dans son quotidien, pour inspirer, pour communiquer. C'est ça aussi. L'information, autant que la formation, hein, comme je suis prof, mais l'information, elle est fondamentale. Il faut, alors aujourd'hui avec les médias, avec Internet et tout ce qu'on veut, il faut apporter ce message. Il faut apporter ce message. Moi, ma hantise, c'est que à la fin de ma vie, quelqu'un me tape sur l'épaule, sur mon lit de mort, Trégor, hein, lui, il a de l'éco-anxiété, le Julien, et quelqu'un me dise, tu étais au courant et tu n'as pas ouvert ta grande gueule. Alors voilà, moi je l'ouvre, alors, vous avez compris, je peux l'ouvrir avec le sourire, mais je veux dire aux gens, regardez ce qui se passe, qu'un jour le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Moi, je pense que sur la Terre, j'ai une autre mission. C'est de faire des publications scientifiques, d'écrire un livre, mais c'est aussi de faire passer un message. Le message de solidarité, le message de respect de l'environnement. Voilà, donc je me sens investi dans une mission quasi divine. Et vous, Julien, vous vous sentez aussi investi d'une mission quasi divine? Non, mais en vrai, c'est drôle, mais quand j'ai terminé mon école de commerce, on est quand même assez formaté. J'avais la foi. Je repense au petit garçon que j'étais et j'ai envie de lui dire, crois en tes rêves. Tu veux être aventurier? Vas-y mon gars. Donne tout, fonce, tu vas réussir. Mais deuxième point, c'était, il fallait le prévenir, cet enfant, qu'on est un peu dans une forme de suicide planétaire. Qu'aujourd'hui, on doit se battre pour protéger la biodiversité, protéger le vivant. Et face à cette forme de suicide planétaire, eh ben, il fallait lui donner de la force. Donc oui, franchement, ouais, pendant 5 ans, j'ai tout donné pour sensibiliser, amener à l'action. J'ai organisé une vingtaine de nettoyages de plages où on ramassait le plastique. Par exemple, j'ai sacrifié une partie de mon budget, de mon salaire, et on l'a mis pour la plantation de 1000 arbres. En Bretagne, on a planté 1000 arbres pour protéger, pour créer du vivant, pour protéger les sols, pour créer des habitats pour les oiseaux. Je me suis battu sur le terrain de la loi avec les parlementaires. C'est énorme quand même. Je suis allé jusqu'à l'Assemblée nationale pour dire il faut faire cette loi, il faut faire cet amendement contre les bouteilles d'eau plate en plastique, parce qu'il faut qu'on arrête de les trouver dans les océans. Je suis allé voir 15 000 jeunes
Et pour me faire entendre, parce que c'est pas facile de se faire entendre, le sport, ça a toujours été mon moyen. Donc aujourd'hui, C'est un vecteur, en fait. c'est un vecteur de communication, c'est un vecteur de valeur. On n'est pas dans l'anxiété, on est dans la beauté de l'aventurier qui nage. Je traverse la Manche à la nage, ça inspire les gens. Et puis cette traversée de la Manche, c'était un peu à l'image de la transition écologique. On ne sait pas si on va voir le bout, mais en tout cas, il faut y aller, geste après geste. Mais pas que les citoyens. Et c'est là où c'est important, c'est les éco-gestes, le rôle du citoyen essentiel. Mais attention, l'homme politique et la femme politique doivent s'engager, le monde économique et les entreprises doivent s'engager, au-delà d'une simple RSE, une responsabilité sociale des entreprises, et du greenwashing. Alors, on va continuer à parler solutions. Comment vos disciplines peuvent-elles collaborer pour renforcer justement la préservation des océans et des ressources en eau? Alors, vous avez compris, moi je suis un spécialiste de l'eau douce. Mais je rappelle sur une chose, c'est que le sable sur nos plages, le sel dans l'eau, voire la pollution plastique, 90% de la pollution plastique vient de terre véhiculée par les cours d'eau. Donc, moi j'ai toujours considéré la continuité entre le cours d'eau et les océans et les mers. Et je dirais même que je vois dans la rivière un cordon ombilical qui nous relie. Voilà pourquoi, même si ce n'est pas ma spécialité, la mer, je m'intéresse à la pollution dans les cours d'eau parce que je sais qu'on la retrouve en mer. Pire que ça, tout à l'heure vous évoquiez la pollution plastique. Une bouteille en plastique, si elle est même à 40 mètres de fond, parce que lui il descend 40 mètres, il peut prendre la bouteille. Moi, quand une bouteille est jetée dans une rivière, la rivière c'est la machine à broyer. La bouteille en plastique, elle n'arrive pas entière en mer. Elle arrive sous la forme de microplastiques, voire nanoplastiques. Et ces micro ou nanoplastiques sont ingérés par les poissons. Voilà pourquoi dès que je vois une bouteille dans une rivière, je pense à son devenir en mer. Et voilà pourquoi il y a cette solidarité. Mais on s'y retrouve. En tout cas, le milieu aquatique, la molécule d'eau, qu'elle soit douce ou salée, hein, l'eau c'est un élément essentiel à la vie, essentiel parce que ça nous renvoie au ventre de notre mère. Voilà, l'eau c'est la vie. Hein. Et vous, Julien, comment votre discipline Moi aujourd'hui en tant qu'apnéiste, c'est un peu ce que dit Guillaume Néry aujourd'hui, on veut toujours aller trop vite, aller trop loin, et on peut ralentir un peu. Et par exemple, maintenant, j'ai ralenti un peu ma course folle vers les profondeurs et j'ai envie de faire du beau sous l'eau. Et j'ai rencontré des danseuses. Et ces danseuses, je leur ai dit, viens, on va danser sous l'eau. Et entre mes entraînements, on fait de la danse sous-marine et on crée du beau. Et ça peut de être l'art, en fait. Ouais, c'est une forme d'art. Et c'est l'occasion aussi de montrer la beauté de la Méditerranée, de montrer la beauté de la Posidonie, des herbiers, et de rappeler le rôle essentiel des herbiers qui captent le CO2, qui nous donnent de l'oxygène et qui est aussi victime de la pollution. Antoine, Julien, quelles actions concrètes recommandez-vous pour sensibiliser le public à l'importance de la préservation des fonds marins et des ressources en eau? Alors concret, moi je dis toujours, l'eau il faut l'économiser. Commençons par dire, j'ai besoin d'eau, regardez d'abord ce dont on a besoin, parce qu'on se crée le besoin. Dans ce que vous disiez sur l'histoire plus loin, plus vite, plus profond, on veut toujours plus de tout. Il faut savoir se dire et regarder ailleurs. Moi, je regarde en Afrique comment ils vivent avec 1 litre d'eau. Ici, 1 litre d'eau, s'il reste dans une carafe 1 litre d'eau, ça va être balancé à la mer, d'eau potable. Moi, j'ai vu en Afrique 1 litre d'eau, c'est utilisé. L'eau, quand on lave la vaisselle, c'est utilisé après pour arroser une plante. Alors, je ne dis pas en arriver là. Entre le gaspillage, entre les 300 litres qu'on consomme journalièrement par personne, hein, entre la douche, les machines à laver et compagnie, et puis le litre de l'Africain, il y a sûrement un juste milieu. Donc il y a des petites actions, et les petites actions, elles comptent. Et vous, Julien? Alors les actions concrètes, c'est ça? Oui. Quand j'étais dans les écoles, je disais souvent la règle des 4 R. Réduire, recycler, réutiliser, réparer. Voilà. Après, si on veut vraiment être réaliste, si on veut protéger les océans,
réduire, voire stopper sa consommation de poissons, réduire sa consommation d'énergie fossile, quand on voit les forages, quand on voit les catastrophes qu'il peut y avoir autour du pétrole. Après, des choses simples, hein, quelle crème solaire je mets quand je vais me baigner, faire attention aux déchets, parce qu'il faut quand même rappeler aussi que la majorité des déchets qu'on trouve en mer sont dragués par les rivières. Je crois que c'est 80% des déchets qu'on trouve dans l'océan viennent de la terre. Donc voilà, une partie du travail se fait directement dans le foyer. Mais ça, c'est vraiment les éco-gestes. Mais le rôle du citoyen, c'est aussi de dire aux politiques, prenez vos responsabilités, mettez en place les structures qu'il faut pour la gestion des déchets, pour le recyclage. Les politiques, de donner des nouvelles orientations aux entreprises pour être plus éco-responsables, tout en restant compétitrices. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui nous écoute, qui pourrait le pousser à s'engager déjà personnellement pour la préservation, pour l'environnement? Si vous aviez un conseil, un mot à dire à quelqu'un, ce serait quoi? Moi, c'est de dire, regardez notre planète comme elle est belle, parce qu'elle est belle. Il faut Oui. montrer le beau en disant le beau est menacé. Et après, moi, le message, dans le message d'espoir, c'est toujours dans la solidarité. Dans la solidarité, on y arrivera. Et moi, je crois que la Terre est en train de nous faire payer nos conneries. Donc, le bouleversement climatique, il est hard. Hein, il est hard. Il y a des endroits sur la planète où il n'y aura plus d'eau douce. Donc, il y aura des migrants climatiques. Mais il faudra les aider, ces gens-là. La Ah, où solidarité. vous pensez dans quelle zone? Mais dans toutes les zones, il y a déjà des migrants climatiques. Je ne sais pas moi, au Bangladesh, le Bangladesh est en train, Ouais. la mer remontant, le Bangladesh, tous les habitants du Bangladesh veulent aller en Inde. Ils ne laissent pas rentrer. Mais bientôt, ils n'ont même plus de... Alors non seulement ils n'ont pas d'eau, mais ils ont de l'eau de mer avec la montée des océans. On va les avoir en Corse, les migrants. Les migrants, c'est-à-dire les Ajacciens, quand il fera 60 degrés, vont vouloir faire des maisons secondaires dans les villages. Ce serait une bonne chose pour la revitalisation. Mais il faudra anticiper, parce qu'après, je dis anticiper. Cette notion de solidarité me rappelle une chose. Moi, qui suis un enfant de Corté, né à Corté, et Corté a sa devise. Nous serons forts si nous sommes unis. C'est une devise qui doit avoir 200 ou 300 ans. Et je pense toujours, quand je rentre à la mairie et que je vois en latin « Nous sommes forts si nous sommes unis », je me dis, c'est la devise, c'est pas de dire, c'est pas dans l'égoïsme qu'on se sauvera, c'est dans l'altruisme et on se donne la main et on va y arriver. Dans la solidarité aussi. Et la solidarité. Et vous, Julien? Alors, le conseil que je donne à quelqu'un pour s'engager, c'est de ne pas se perdre. Choisir son combat et son échelle. Mon combat, moi, c'était les bouteilles d'eau plate en plastique. Je veux plus en avoir. Je veux plus de plastique dans les océans. Donc, j'ai fait ma première échelle. Aller dans les écoles, sensibiliser les enfants. Deuxième échelle, réunir tout le monde, les politiques, les écoles, les citoyens, ramasser ces déchets sur les plages. Troisième échelle, échelle nationale, on va changer la loi. Donc, on va faire un amendement d'appel dans la loi Egalim 2018. Mais ça, c'était parce que j'étais engagé, j'avais la foi, j'avais l'énergie, j'avais le temps. Mais une maman, un papa qui n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'il choisisse son échelle et son combat. Est-ce que ça va être des mégots? Est-ce que ça va être je veux plus de mégots sur ma belle plage en bas de chez moi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'organise des ramassages de déchets? Est-ce que j'organise des phases de sensibilisation avec les vacanciers? Est-ce que je vais voir le maire et je demande un arrêté pour faire une plage non fumeur? Il faut un combat précis. Il faut être patient, se donner du temps et ne rien lâcher. Moi, c'était les bouteilles d'eau plate en plastique et on a réussi, c'est quand même dans la loi. Hein. C'est quand même fou à la base. J'ai pas raconté toute l'histoire, mais il y a un long cheminement quand même jusqu'à là. Donc je dirais choisir un combat précis et je concluais par action.